Merci de votre attention, mesdames, messieurs. L'actualité en ce début de semaine, la gestion des inondations, des risques de catastrophes dans l'espace CEDEAO. L'organisation se plonge sur la question depuis ce matin à Lomé en vue de la réduction des risques pour 2015-2030. La préoccupation est réelle avec un scénario catastrophe à suivre tout à l'heure en début de journal. Autre préoccupation, le Burundi, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce lundi et sur la tension dans ce pays, dénoncée ouvertement par le président rwandais. Pour Paul Kagame, son homologue burundais massacre ni plus ni moins sa population. Et puis le Club de France ce week-end sur le festival de films documentaires d'Oblita. Les meilleurs réalisateurs ont été à l'occasion primés. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, excellent début de semaine et bonsoir à tous. Direction d'abord le palais de la présidence de la République. La vice-ministre polonaise des Affaires étrangères y a été reçue dans la matinée par le chef de l'État. Au menu des entretiens, la coopération bilatérale entre Lomé et Varsovie, une coopération qui devrait explorer plus tard plusieurs domaines. Les précisions au micro de Ramdan Bassina. To pierwsza od dłuższego czasu wizyta polskiej delegacji w Togo i jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy mieć również spotkanie z panem prezydentem. C'est une visite très importante, très attendue. En fait, on avait eu une rencontre très intéressante et très importante avec Monsieur le Président. On a discuté pendant notre réunion sur plusieurs domaines. En particulièrement, on s'est concentré sur les domaines du commerce entre nos deux pays, mais aussi la coopération dans le secteur agricole et les autres. Nous sommes d'accord qu'il y a un potentiel important entre nos deux pays. On doit l'explorer. La coopération entre nos deux pays, où en effet la création des emplois est très important de notre point de vue. En Pologne, nous avons l'expertise sur le processus de modernisation du pays, laquelle on a fait pendant des années passées. Nous voudrions partager notre expérience avec le Togo. Małych i średnich przedsiębiorstw. Et dans la soirée, pratiquement en fin de soirée, le chef de l'État a échangé avec Ibrahim Mahama. Il est conseiller à la présidence de la République du Ghana. Le projet d'adduction d'eau de Sogankopé a été au centre d'intérêt. Le centre a été au centre des intérêts, le centre donc des échanges entre donc le chef de l'État et le conseiller ghanéen. Je vous propose d'écouter Ibrahim Mahama au micro toujours de Ramdan Bassina. The purpose of my visit is to look for greater opportunities in Togo, where I haven't been for about 10 years, and I've actually seen the changes that the president has done, and I'm really L'objet de ma visite aujourd'hui est de venir redécouvrir les opportunités au Togo et aussi de faire le constat des travaux et des améliorations que le président Faure a apporté à l'économie togolaise et de voir à quel point les choses ont évolué, de voir à quel point moi en tant que Ghanéen, je pourrais participer ou accompagner mon pays frère, le Togo. Nous avons discuté avec le président Faure, c'est le secteur de l'approvisionnement en eau potable. Il s'agit du projet d'adduction d'eau venant de Sogakopé. C'est un projet qui est à l'étude depuis déjà un certain nombre d'années. Les deux présidents, le président Mahama et le président Faure, ont souhaité que je vienne discuter de ce projet et voir dans quelle mesure nous pourrions l'accélérer de manière à pouvoir commencer à le mettre en œuvre en 2016. Je vois le Togo comme une terre de promesses et d'avenir. C'est vrai, un petit pays avec 6 à 7 millions d'habitants, mais quand je vois les réalisations qui sont en cours, je considère qu'il y a de nombreuses opportunités. Et moi-même, en tant qu'investisseur, je suis très intéressé. Je reviendrai au Togo. J'ai des relations particulières parce que ma mère est du Togo. Par ailleurs,
Je considère que le Togo et le Ghana sont des pays frères. On peut même dire que c'est un seul pays, avec des échanges très forts au niveau économique et au niveau culturel. Et à ce titre, les deux pays se doivent de travailler ensemble pour pouvoir avancer et se développer. Et c'est à ce titre aussi que je souhaite travailler avec le Togo et que je reviendrai. With our heads together, I think we can. Voilà le projet d'adduction d'eau de second groupe et le centre d'intérêt des échanges à la présidence de la République. La paix et la sécurité en Afrique, le sujet réuni depuis ce matin et ce pour 2 jours à Dakar, capitale sénégalaise, plusieurs cadres africains et partenaires européens pour trouver une solution durable à ce mal qui freine le développement socio-économique du continent. Et pour ce grand rendez-vous continental, c'est à travers un forum que les débats se sont déroulés autour des thématiques comme les défis du terrorisme en Afrique, défis sécuritaires et croissance économique, évolution de la menace terroriste du transnational au transcontinental. Et pour mémoire, sachez que c'est la 2e fois que Dakar accueille ce rendez-vous important pour débattre de la question sécuritaire en Afrique. Et cette 2e édition a connu la participation active au débat du Premier ministre togolais, commissaire Lom Klassou. Nous reviendrons plus en détail sur le sujet dans les prochaines éditions. Et sachez dans la foulée que les députés se réunissent à nouveau. Ils sont convoqués pour la 7e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année qui aura lieu demain mardi 10 novembre à 15h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Il est 20h07. On en vient maintenant à notre premier titre, les inondations, les risques de catastrophe. Comment gérer le phénomène? Eh bien, la question préoccupe et fait l'objet de concertation dans l'espace CEDEAO. L'organisation se plonge depuis ce matin à Lomé sur la réduction de ces risques de catastrophe pour 2015-2030. La réunion de Lomé, les précisions de Prudence Zissou. Les catastrophes naturelles constituent de véritables menaces pour la sécurité des populations et sapent les efforts de développement. L'Afrique de l'Ouest perd le lourd tribut de ce phénomène. Les sécheresses et les inondations ont affecté plus de 19 millions de personnes avec des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. La situation serait plus compliquée dans la prochaine décennie selon les projections météorologiques. La vulnérabilité de la sous-région ouest-africaine amène aujourd'hui la CEDEAO à réviser son plan d'action sur les inondations et la gestion des risques de catastrophes sur la période 2015-2030, conformément aux directives des Nations Unies adoptées à Sendai au Japon. That is taking a look back where we are today. At the global level. Avec le recul, nous nous sommes rendus compte que dans le monde aujourd'hui, il y a un nouveau cadre qui a été élaboré, c'est celui de Sendai, qui prend effet à compter de 2015 et va prendre fin en 2030. C'est à cet effet que la CEDEAO a pensé qu'il est judicieux de pouvoir élaborer un nouveau plan d'action qui sera en adéquation avec le plan d'action mondial. Et il faut le rappeler, la CEDEAO est la première des communautés économiques régionales à avoir enclenché cette initiative. Cette consultation des États de la CEDEAO à Lomé est aussi un cadre d'échange entre pays membres. À ce titre, le Togo va partager ses expériences en matière de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Les actions concrètes qui sont issues ou qui sont en cours, ce sont les bassins de rétention qui sont réalisés, qui sont en cours de réalisation, les as ou les canaux de drainage, mais aussi l'identification des zones à risque d'inondation afin d'éviter les populations qui vont s'installer dans ces zones, de les sensibiliser plus. Les divers partenaires de la CEDEAO dans cette lutte, notamment le PNUD, l'Union européenne et la Banque mondiale, ont réaffirmé leur soutien à l'organisation communautaire et apprécié les actions menées par le Togo pour renforcer le système d'alerte précoce et les politiques de réduction des calamités naturelles. Le gouvernement togolais a pris des mesures idoines dans le sens de la lutte contre les catastrophes, la survenue des catastrophes naturelles, surtout dans le cadre
des érosions côtières. Et nous avons pu voir par nous-mêmes ce que le gouvernement est en train de faire. Et nous croyons qu'à l'avenir, avec plus d'investissements, nous pourrons donc rendre pérenne cette action et pouvoir réussir à circonscrire l'impact de ces catastrophes naturelles. Le gouvernement reste déterminé à poursuivre ses progrès en matière de prévention des risques et est persuadé que l'exécution de ces différentes initiatives contribuera à accroître la résilience des communautés vulnérables. Depuis l'adoption en 2004 de la stratégie nationale africaine pour la réduction des risques de catastrophes et en 2005, le programme d'action élargi pour la mise en œuvre en ligne avec le cadre d'action de Hyogo, l'on ne peut douter des progrès réalisés. Toutefois, le caractère imprévisible et destructeur de ces aléas nous impose non seulement de redoubler d'efforts pour atténuer le niveau d'exposition et la vulnérabilité des populations, mais aussi de prévenir l'apparition de nouveaux risques de catastrophes. Cette rencontre de Lomé va déboucher sur la mise en place d'un mécanisme régional adéquat de veille sur les inondations et autres catastrophes naturelles. Inondations, risque de catastrophe, le phénomène est d'actualité. Voici ce scénario catastrophe annoncé par les scientifiques américains, vous allez le voir. Selon eux, de nombreuses villes pourraient se retrouver englouties en cause justement le réchauffement climatique et la montée des eaux. Regardez plutôt. Scénarios les plus noirs publiés jusqu'à présent. Selon des chercheurs américains, le réchauffement climatique va entraîner une montée du niveau des océans de plusieurs mètres, avec des conséquences dramatiques. Imaginez les villes de Shanghai, Bombay ou encore Hong Kong englouties par les eaux. Des Atlantides qui se compteraient par dizaines dans quelques siècles, même avec un réchauffement maintenu à 2 degrés. Un rapport pessimiste qui s'ajoute à celui de la Banque mondiale. Selon l'organisation, l'augmentation de la température va faire basculer 100 millions de personnes dans la pauvreté d'ici 2030. En cause, une flambée des prix alimentaires provoquée par des phénomènes météo extrêmes. L'impact serait aussi sanitaire. Plus de 100 millions de personnes supplémentaires seront exposées au paludisme. Les régions les plus fragiles, comme l'Afrique ou l'Asie du Sud, seront les plus touchées. Encore un mot sur l'environnement, la sécurité des livreurs et des populations sur une route, les lieux de dépôt et de chargement des produits pétroliers, ça représente aussi des risques. Et pour éviter toute catastrophe de pollution de l'environnement et d'accidents, eh bien les conducteurs livreurs de ces produits pétroliers sont en formation sur la sécurité dans l'exercice de leur travail. Le compte rendu de Luc Assis. Les conducteurs, livreurs des produits pétroliers et les marketeurs d'hydrocarbures sont souvent en proie à d'énormes risques sécuritaires dans l'exercice de leurs fonctions. Pour les mettre à l'abri, les groupes pétroliers Total, Togo et Shell forment leurs agents sur les mesures adéquates qu'ils doivent respecter pour leur sécurité, celle de la population et les marchandises qu'ils transportent. À cette formation, tous les acteurs concernés échangent sur leurs expériences et réfléchissent sur des questions liées à la sécurité de leur travail. Le grand souci, c'est de leur dire dans quelle mesure ils pourront transporter ces matières dangereuses, traverser nos hameaux en toute sécurité pour que l'inévitable, qui est l'accident, soit vraiment un accident si ça arrivait, parce que c'est un élément indésirable. Il faudrait qu'ils prennent quand même toutes les dispositions pour éviter que ces accidents-là ne se produisent et que nous polluions ou bien que nous créons vraiment de la désolation dans les familles et dans nos hameaux. Le permis de conduite ne nous suffit pas. Donc la formation nous initiait plus. Les éléments qui composent ce que tu as chargé comme le feu, comment éliminer ces éléments pour éviter comment est-ce qu'on appelle, le danger. Toutes ces choses-là, nous devons l'avoir au cours de nos formations. Il sera également question pour les participants d'acquérir des notions sur le code de la route et les droits et devoirs du syndicaliste. Pour le ministère des Infrastructures et des Transports, cette formation vient s'ajouter aux multiples réformes entreprises dans le secteur. Les huissiers togolais à l'école des bonnes pratiques en matière du droit des affaires. La session a été ouverte ce lundi et ce pour 5 jours. Le module, l'application de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, c'est du droit. Les explications, Sonia Medipo, Christine Pétcheki-Aloudé.
La mauvaise ou la non-application des textes de justice est parfois liée à leur mal interprétation et compréhension, et cela entraîne souvent de graves manquements dans le règlement des affaires judiciaires. Le gouvernement, dans la recherche du perfectionnement du système judiciaire, a lancé depuis 2006 le processus de modernisation de la justice qui prend en compte la formation des acteurs de la justice. Après les magistrats, les notaires et les avocats, c'est au tour des huissiers de se former sur l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Ils doivent avoir le savoir-faire et ils doivent se comporter aussi en véritable huissier de justice parce que les attentes des populations sont très fortes dans ce domaine. Et les populations, pour avoir une bonne image de notre justice, doivent avoir une bonne image de chaque acteur individuellement. L'huissier est l'officier public et ministériel chargé de la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires. L'OHADA fait de lui un maillon important dans la concrétisation des objectifs visés. Il faudrait qu'il soit vraiment formé, être outillé pour pouvoir accomplir leur métier dans les règles de l'art. Parce que très souvent, il y a certains qui agissent en contrebas de ce que les textes prévoient. Or, aujourd'hui, nous sommes en matière commerciale dans une nouvelle dynamique, puisque c'est les règles de l'OHADA qui constituent, n'est-ce pas, la pièce maîtresse donc, du droit des affaires. La présente session de formation se situe dans la logique de la mission de vulgarisation du droit OHADA par le perfectionnement des acteurs judiciaires, une des missions confiées à la Commission nationale OHADA. Et à la faveur de cette formation sur les procédures OHADA, on va s'intéresser un peu ce soir à l'huissier, cet officier ministériel chargé justement de signifier les actes de justice. Depuis 2006, eh bien, la modernisation de la justice togolaise est amorcée. Quelle est aujourd'hui la place et l'importance de l'huissier dans ce processus? Eh bien, voyons cela dans ce dossier de Sonia Menipo avec Christine Pétier-Kialoudé. Interface légale entre la justice et les justiciables, l'huissier de justice est chargé de signifier les actes et mettre à exécution les jugements. Mais le travail de ces officiers publics est souvent décrié à cause de certains dysfonctionnements. Avec la modernisation de la justice, la profession s'appuie sur des aspects comme la légalité, l'uniformité et la bonne exécution des décisions. Avec la modernisation, l'huissier a beaucoup de choses à avoir avec les innovations maintenant en droit OHADA. L'huissier doit être à jour vis-à-vis des progrès. Donc la profession s'est vraiment étendue sur plusieurs aspects, dans le domaine du transport, dans le domaine maritime, dans le domaine du droit de la procédure, dans le domaine de l'arbitrage. Sans l'huissier de justice, on ne peut jamais citer quelqu'un au tribunal. On ne peut jamais exécuter une décision que les juridictions togolaises ont rendue. C'est l'huissier qui commence et qui termine par l'exécution des décisions de justice. La modernisation et les innovations maintenant, ce n'est plus la même chose que nous faisons depuis 1988. Aujourd'hui, la procédure simplifiée vraiment devient de plus en plus simple à concevoir sur le plan juridique et très minutieux. Parce que pour moins de choses, les avocats peuvent vous sauter dans les plumes pour annuler l'acte. Une fois que cet acte est annulé, si l'huissier n'est pas outillé, les actes seront annulés et ça ne fait pas l'honneur de la profession. Le vaste programme de modernisation de la justice combat les lenteurs dans les procédures judiciaires et la corruption. La justice étant le socle du droit, ce programme incite les hommes du droit à une justice équitable. L'huissier de justice, il est un juriste de proximité. C'est lui qui va donner plus de bonne humeur aussi bien aux débiteurs qu'aux créanciers à partir du moment où il est chargé d'exécuter les décisions au nom du peuple togolais. Quand l'huissier toque à la porte d'un paisible citoyen, il va trembler. Non, il ne doit pas avoir peur de l'huissier de justice parce qu'il vient dans le cadre de sa mission que l'État lui a confiée. Une justice équitable et des auxiliaires de justice intègres, c'est ce qui est attendu de tous les acteurs et les huissiers ne sont pas en reste.
Ils sont appelés à être plus courtois et plus souples dans l'exécution des arrêts pour contribuer au rapprochement de la justice du justiciable. Et on vient de l'entendre un peu. Vous, quel regard portez-vous sur un huissier et qui est-il selon vous? Quelle appréciation sur son travail les huissiers vus par les citoyens? Robert Potobi avec Carmen Madjiakapo. Les huissiers de justice font partie intégrante des auxiliaires de justice, une corporation régie par la loi du 1er septembre 2000, modifiée en décembre 2001. Elle est à l'amont et à l'aval des décisions de justice. Un huissier de justice, selon l'article 1er de la loi qui régit la corporation, est un officier ministériel chargé de la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires. Un huissier de justice est également celui qui exécute les décisions de justice, tout comme les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. Il peut être saisi par un justiciable pour une signification qui débute une procédure. Donc, un huissier de justice peut être saisi également en cours de procédure. Donc, un huissier de justice est d'abord un procédurier. Les services rendus aux justiciables sont diversement perçus. Les opinions diffèrent. Comme tout agent de la justice ou bien tout agent de la justice, ils interviennent quand il y a des problèmes et avec leur aide, on peut résoudre les problèmes qu'on a, donc ça va déjà. Si il y a transparence, je peux désirer un huissier pour mes problèmes. C'est une fonction qui est un peu différente de ceux de l'avocat. Ils sont là pour faire les saisies, des appositions de scellés, pas trop à dire sur leur fonction, s'ils le font bien ou ils ne le font pas bien. Un défi important à relever en matière de justice, la lenteur dans le traitement des dossiers. Résultat, les clients rechignent à faire appel à un huissier de justice. Moi-même, je suis venu là, ça fait 6 fois que je viens au tribunal pour un papier. Et chez un huissier, c'est pire. Ça décourage les gens. C'est un découragement, bien sûr. Mais ce n'est pas une affaire du village. Chez les chefs du village, on règle avec une poule, un coq. C'est ça que les gens doivent comprendre. L'ensemble du corps judiciaire est en pleine mutation pour faire face aux exigences de l'heure. Et les huissiers de justice rentrent dans ce moule de réforme. Suivant le type d'affaires, l'huissier ou même la chambre a un barème pour les actes que nous exécutons. Il y a un barème pour les constats. D'autres titres de l'actualité, le Burundi, la situation dans ce pays, nous l'annoncions en titre aussi, inquiète la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est d'ailleurs réuni ce lundi pour évoquer la tension sur place. Samedi, une attaque dans un bar fréquenté par les opposants a fait au moins 9 morts. Le président rwandais Paul Kagame, exacerbé, a monté au créneau. Il accuse tout simplement son homologue burundais de massacrer sa population. Regardez. L'image témoigne de la violence de l'attaque. Il était 20h lorsque des inconnus sont entrés dans ce bar du sud de la capitale. Selon des témoins, les assaillants, certains en uniforme de police, ont obligé les personnes présentes à se coucher par terre avant de les abattre. 9 personnes sont mortes, quelques heures seulement, avant la fin de l'ultimatum lancé par le président à ses opposants. Les assassins sont en fuite et la police, elle, comme prévu, procède au désarmement forcé dans les quartiers contestataires que les habitants fuient. La communauté internationale s'alarme de la situation toujours plus chaotique dans le pays. Le président rwandais accuse ouvertement les dirigeants burundais de massacrer la population et n'hésite pas à comparer la situation actuelle du pays à celle qui prévalait au Rwanda à la veille du génocide. Non seulement c'est inacceptable, des propos outrageants à l'endroit des autorités burundaises, mais pour l'instant, au Burundi, nous préférons garder de la hauteur et de la pudeur et nous gardons de tout commentaire à ces propos et nous comptons y apporter une réponse appropriée dans les jours
à venir. Quelle que soit la réponse de Bujumbura à Kigali, elle aura du mal à effacer les propos tenus ces dernières semaines par certains officiels, les violences quotidiennes et les morts toujours plus nombreux, dont le fils du défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Bonimpa. Ces dernières semaines, la découverte de corps de victimes civiles, dont beaucoup d'exécutés, est devenue un événement régulier dans plusieurs quartiers de Bujumbura. La violence et les meurtres récurrents au Burundi doivent cesser. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir à la demande de la France pour évoquer l'escalade des tensions dans le pays. La crise a déjà fait au moins 200 morts depuis la fin du mois d'avril et quelques 200 000 réfugiés. Retour chez nous et dans le reste de l'actualité ce soir, c'est anniversaire, les 45 ans du collège Montfand. Particularité de cet établissement, que de filles comme élèves. Un anniversaire rehaussé par la ministre Kolani de l'Action sociale, correspondance à Dapon de Désiré Aloy. 1970-2015, le collège Montfand à Moba, qui signifie toi aussi épanoui-toi, à 45 ans, jubilé de merveille. 45 ans de vie répondant à une aspiration, celle de renforcement d'une conviction. Seule l'éducation permet de libérer le potentiel de toute personne. La jeune fille est à l'honneur. Ancienne et nouvelle Montfantine, aujourd'hui ensemble dans l'enceinte de l'établissement à Dapaon. Un modèle de réussite parce que les parents sont sentis interpellés et exhortés à envoyer et maintenir leurs filles à l'école. D'année en année, les résultats sont appréciables au collège Montfand, une véritable pôle d'attraction des filles sur toute l'étendue du territoire national. Grâce à ce collège, nous sommes aujourd'hui des femmes épanouies et nous arrivons à contribuer au développement de ce pays. À ce jour, nous retrouvons les anciennes Montfantines dans tous les corps de métier, même les femmes dans leur ménage, qui sont femmes de foyer, sont épanouies parce que la manière dont elles gèrent leur famille confirme qu'elles ont vraiment été éduquées dans ce collège. C'est vraiment l'action de grâce. Le futur est beau selon les anciennes Montfantines, aujourd'hui femmes leaders, une référence. Le collège Montfand a généré beaucoup de femmes cadres et nous servons aujourd'hui de modèle à nos petites sœurs, à nos filles qui fréquentent le collège à notre suite. Nous espérons qu'elles puissent faire comme nous et même mieux que nous. Pour soutenir l'école, une enveloppe de 4 millions de francs CFA et du matériel didactique ont été remis à l'établissement par les aînés qui, par la même occasion, ont offert un important lot de vivres à toutes les cadettes dans une ambiance festive. 24 heures avant, les anciennes Montfantines Germaine Anate Kumealo, Ibrahim Memunatou et les autres tour à tour ont entretenu leur jeune sœur Montfantine sur le thème l'épanouissement de la jeune fille. La maltraitance sous toutes ses formes a dénoncé. L'éducation, selon elle, doit être un levier de développement. À chacun de contribuer à appuyer le gouvernement togolais dans ce sens en levant les stéréotypes, les préjugés et autres acceptions erronées et établir l'équilibre entre femmes et hommes, un facteur de développement durable. Les manifestations pour les 45 ans du collège Montfand ont été couronnées par une messe d'action de grâce. Toutes les Montfantines se sont retrouvées à l'église de Sainte-Monique de Dapaon autour de l'évêque Jacques numéro 7 Takumbe Anyonda, remercier Dieu pour les 45 bougies soufflées par le collège qui a formé les femmes leaders. Une école née de la volonté de Monseigneur Barthélemy Arion en 1970 pour aider les filles à s'épanouir. Et voilà qui nous amène à la culture avec le clap de fin pour le festival de films documentaires de Blita, Festum en abrégé. Des prix ont récompensé les meilleurs réalisateurs à l'occasion. Le récit, la marque Bojon. Toujours d'intenses activités marquées par des conférences, débats et des projections de films documentaires au Centre international des jeunes de Blita. La 5e édition du festival de films documentaires de Blita, Festum, ferme ses portes. Les festivaliers venus de divers horizons se sont séparés sur une note de satisfaction générale. Plusieurs prix ont été décernés aux meilleurs réalisateurs, dont le prix meilleur long métrage et court métrage et le grand prix de l'intégration remporté par le Niger. Là, c'est d'abord un sentiment de joie qui m'anime, d'avoir mon travail récompensé parmi une quarantaine de films.
ça fait plaisir. Et surtout aussi un festival qui commence, parce que le Festop c'est à sa 5e édition. Donc c'est vraiment un festival qui fait son chemin. Et nous avons un grand espoir que ce festival-là, en tout cas, va être la vitrine africaine du cinéma documentaire. Cette année, c'est vrai que nous avons mis les prix qui vont de 100 000 à 1 500 000. Nous pensons que ce n'est pas suffisant, puisque notre objectif, c'est d'aider les jeunes à réaliser les films. Le festival de films documentaires de Blita Festob, organisé par l'association Terre des Arts et de la Culture Attaque, est placé cette année sous le thème le film documentaire pour une intégration des peuples. Les participants se sont donné rendez-vous, même date, même lieu, l'année prochaine, avec de nouvelles productions. Espoir pour refermer cette édition est de 5 pour tout puissant Mazembe en Ligue africaine des champions. Le club congolais du charismatique Moïse Katumbi a été sacré samedi aux dépens de l'USM d'Alger. Une victoire fêtée comme il se doit à Kinshasa et partout ailleurs en RDC. On refait le match. Hautement explosif que l'Agence mondiale antidopage s'apprête à rendre public aujourd'hui à Genève. Selon les conclusions de ce rapport, plusieurs responsables de la Fédération internationale d'athlétisme pourraient être mis en cause dans des affaires de corruption, principalement en Russie. Un système de chantage aurait ainsi été organisé à l'échelle mondiale pour enterrer des accusations de dopage visant des athlètes, moyennant finance, allant parfois jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, le Sénégalais Lamine Diack, a été mis en examen mercredi dernier pour corruption par la justice française. Il avait été remplacé en août 2015 par Sébastien Coe, qui a jugé, je cite, odieux que des dirigeants aient pu extorquer de l'argent à des athlètes coupables de violation des lois antidopage. Après le football, c'est le monde de l'athlétisme que l'on croyait jusqu'à présent épargné par ce fléau qui est éclaboussé par un scandale international. À deux. Il va vouloir marquer bien sûr. Un deuxième but au tout dernier moment pour une victoire à domicile dans un stade archi-comble. Ils auraient pu se contenter d'un nul ou même d'une défaite 1-0, mais les Corbeaux ne sont pas du genre à faire les choses à moitié, pour le plus grand bonheur de leurs supporters. C'est une réaction de satisfaction parce que Mazembe nous a gratifié d'une coupe. Aujourd'hui, c'est pratiquement la fête nationale. Après une première partie sans aucun but marqué, porté par un public tout acquis à sa cause, le tout-puissant Mazembe finit par s'imposer face aux Algériens après un début de deuxième période difficile. La libération, c'est ce penalty tiré par Mbwana Ali qui ouvre le score à la 74e minute. Privé de deux joueurs vedettes, le club du très charismatique Moïse Katumbi a su relever le défi. Tout-puissant Mazembe, on s'en rapproche nettement pour les Corbeaux. Vous avez vu que Mazembe a démontré aujourd'hui que c'est un grand club au niveau de l'Afrique, n'est-ce pas? Et si vous êtes en train de voir avec moi la joie immense qu'on a, on a prouvé, Mazembe a montré qu'il a l'expérience par rapport à cette équipe qui vient de jouer. Donc c'est une équipe qui a démontré qu'en Afrique, nous avons des grands clubs sur lesquels on peut compter. C'est la 5e fois que le tout-puissant Mazembe remporte la Ligue des champions africaine. Il rejoint les Égyptiens du Zamalek. Et sachez que le Nigeria avec les Golden Eagles sont sacrés aussi champions du monde des moins de 17 ans au Chili. Les plus jeunes Nigériens ont battu le Mali 2-0. Plus de sport tout à l'heure avec Alfred Kolani et ses consultants. Ce sera à partir de 21h. Le congrès bien sûr, les chèques, les éperviers. Ce communiqué de là pour refermer définitivement cette édition du soir. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication constate avec regret que depuis un certain temps, une catégorie de médias se complaît dans la violation de l'éthique et de la déontologie du métier en publiant des informations calomnieuses et injurieuses mettant en mal le vivre ensemble. Sous le prétexte d'investigation sur des sujets hautement sensibles, ces journaux s'attaquent impunément et sans preuve à la dignité et à l'honneur de paisibles citoyens. Ils poussent l'outrecuidance en se livrant sans fondement à une forme de charlatanisme médiatique dans l'altération des faits et des accusations fallacieuses, ceci en violation des dispositions du Code de la presse et de la communication et de la loi organique relative à la HAC.
La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication déplore et condamne le comportement irresponsable de ces médias qui violent les dispositions de l'article 62 du Code de la presse et de la communication qui dispose la calomnie, les accusations sans preuve, l'altération des documents, la déformation des faits constituent des pratiques contraires à la déontologie du journalisme. En conséquence, la HAC met en garde tous les médias qui ont choisi le charlatanisme médiatique comme genre rédactionnel. Il les appelle à une fois encore au professionnalisme et au sens de responsabilité dans la diffusion ou la publication des informations. Fin de cette édition du soir. Sachez un rappel que la CEDEAO à Lomé se préoccupe de la gestion des inondations et des risques de catastrophes. Elle est en réunion depuis ce matin sur la question comment réduire ces risques d'ici à 2030. La question est ouverte. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Ogbodjegé, c'est dans l'Est Mono, à Brest en France, sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Bonne soirée.